Dans cette vidéo, on va voir les data classes qui sont une fonctionnalité native de Python qui va te permettre de créer des classes beaucoup plus petites et plus simples à utiliser. Ici, dans cet exemple, on cherche à représenter un système d'utilisateurs. Ici, tu peux voir qu'on a une fonction qui permet de générer un identifiant de session. Cette session, c'est la session d'utilisateur. Après, ici, dans notre exemple, ça ne fonctionne pas vraiment, c'est que pour l'exemple. Ici, on va générer un nombre aléatoire entre 100 000 et 1 million. Ici, on va créer une classe de session qui possède un temps. Ici, si tu ne connais pas la syntaxe avec le petit astérisque, c'est ce qu'on appelle un keyword only argument. Et tu vas voir comment ça fonctionne juste après. Chaque session possède un identifiant qui est directement généré avec la fonction générer identifiant session et un temps qui vient avec le paramètre temps. Ici, on a deux fonctions qui s'appellent getIdentifiant et getTemp. En gros, on utilise ça avec le fait que ces deux attributs soient privés. Ici, les deux underscores, ça veut dire qu'elles sont privées, donc elles ne peuvent pas être accédées depuis l'extérieur de la classe. Ces deux attributs ne peuvent pas être manipulés en dehors de la classe. Ça sert à faire en sorte qu'une session, elle ne soit pas modifiable. Et donc, quand on crée une session, on n'a pas la possibilité de modifier ses valeurs. Ici, on crée un utilisateur qui possède un nom, un email et un mot de passe qu'on définit comme attribut et on lui définit ses rôles, puisque chaque utilisateur va avoir des rôles, et il possède un rôle de base qui est le rôle de membre. Il a la dunder méthode repr qui va être utilisée quand on va faire print un objet de utilisateur, et eq qui va nous permettre de faire des comparaisons entre deux utilisateurs. Ici, on a une méthode de connexion qui va créer une nouvelle session avec un temps de 30 minutes et qui va simplement afficher l'utilisateur connecté avec succès dans la session avec session.getIdentifiant qui du coup est aléatoire. Ici, on va créer un utilisateur qui va s'appeler Jean, qui va avoir un email et un mot de passe. On va afficher cet utilisateur, on va le connecter et on va refaire la même chose avec un autre utilisateur qui va être identique et on va faire une comparaison entre les deux. Donc ici, quand on fait print, ça va directement aller dans la repr et afficher ça. Et quand on fait le double égal, ça va aller ici dans le EQ et comparer les deux utilisateurs. Si jamais on lance le code, on va voir que ça va nous afficher du coup utilisateur avec le nom de l'utilisateur, son email, son mot de passe et ses rôles. Ici, on peut voir que l'utilisateur L'utilisateur, il est connecté avec succès dans une session. Le deuxième utilisateur, c'est la même chose. Et ici, true, c'est la comparaison entre les deux utilisateurs. Alors en soi, ce code, il n'a pas vraiment de problème. Ici, tout fonctionne parfaitement et en soi, il n'y a vraiment aucun problème. Mais le truc, c'est qu'il existe une fonctionnalité native en Python qui s'appelle les data classes qui va nous permettre de représenter ces deux classes beaucoup plus facilement avec beaucoup moins de lignes et en fait une partie du travail va être fait à notre place. Ici par exemple on voit qu'on fait manuellement la représentation de notre objet et la comparaison entre les deux objets. Les data classes elles vont se charger de faire ça à notre place. Alors maintenant comment faire pour créer une data class? En gros, pour créer une data class, on va utiliser un module spécifique et on va convertir nos deux classes en data class. Pour faire ça, on va se rendre ici dans les imports et depuis le module data class, on va importer la fonction data class. Cette fonction, on va l'utiliser comme un décorateur. Pour transformer une classe normale en data class, on va se rendre ici et on va mettre le décorateur data class. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le constructeur en commentaire. Et en gros, le fonctionnement des data classes, c'est qu'il n'y a pas de constructeur. En gros, les attributs de la classe, ils vont se définir comme des variables d'instance, c'est-à-dire juste en dessous du nom de la classe. Donc ici, on va avoir le temps, qui va être du coup un flottant, et un identifiant, ici qui va être un entier. Alors malgré tout, ici on a quand même quelques problèmes dans notre code, parce que ici, notre identifiant, de base, il n'était pas dans le constructeur, et il avait une valeur par défaut. Comment faire pour retirer l'identifiant du constructeur? Parce que ici, si on crée une nouvelle session, je vais juste mettre ça ici, on va voir que maintenant, identifiant, il est dans le constructeur. Puisque c'est pour ça qu'on avait une erreur juste avant qui nous disait qu'il manquait l'identifiant pendant la création de l'objet session. Donc pour faire ça, depuis le module data class, on va importer field. Field, en gros, ça va nous permettre de rajouter des raisonnements un peu plus complexes à nos attributs dans une data class. Pour utiliser field, on va se rendre ici et on va faire égal. On va faire égal field pour définir une valeur par défaut qui ne va pas être quelque chose de simple comme par exemple 3, 4 ou la chaîne de caractères bonjour. Si jamais tu veux définir une valeur par défaut comme ça, tu vas faire default est égal à 3.
Voilà. Mais si jamais tu veux quelque chose de plus complexe, ce que tu vas faire, c'est qu'au lieu de mettre default, tu vas mettre default factory. Et là, en gros, nous, ce qu'on veut par défaut, c'est générer identifiant session. Tu vas simplement mettre la fonction générer identifiant session. Tu vas pas mettre les parenthèses, tu vas simplement mettre la fonction en elle-même et c'est tout. Ensuite, pour retirer un attribut du constructeur, avec field, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre une virgule, tu vas prendre init ici et tu vas le mettre à false. Maintenant, automatiquement, il sera enlevé du constructeur. Alors maintenant, il nous reste deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on voulait faire en sorte que les données ne puissent pas être modifiées, mais le problème, c'est que ici, les noms ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'on devrait faire temps et identifiant. Mais le problème, c'est que c'est pas extrêmement clair et ça veut aussi dire une chose, ça veut dire que ici, quand on va définir temps, on va être obligé de définir temps comme ceci. Et ça, c'est une syntaxe qui n'est vraiment pas claire. Pour régler ce problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les deux noms correctement. On va supprimer tout ça et dans data class, ici, on va mettre des parenthèses et on va mettre frozen est égal à true. En gros, frozen, c'est un paramètre qui va simplement bloquer la modification de nos attributs dans notre data class. On pourra seulement y accéder. Et en plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, on ne va plus y accéder à travers de fonctions, on va y accéder directement par l'attribut. Simplement, on ne pourra plus modifier cet attribut. Et donc ici, au lieu d'avoir session.getIdentifiant, on va avoir simplement session.identifiant. Et ici, on n'aura plus besoin d'appeler de fonction. La deuxième chose, c'est que tout à l'heure, on avait un keyword only argument avec le fait que temps devait être défini comme ceci. Un keyword only argument, c'est que au lieu d'avoir uniquement la valeur, on est obligé de définir le nom du paramètre, mettre égal et ensuite la valeur. Pour faire ça, tout à l'heure on avait vu que c'était avec une petite astérix. La première façon de le faire, c'est ici, on met kw_only est égal à true. Ça, du coup, ça va nous obliger à le mettre comme ceci. Si jamais j'enlève ici, ça va mettre que ça attend 0 positional argument. En gros, les arguments positionnels, c'est simplement les arguments qui n'ont pas besoin du nom de l'attribut, ensuite égal, et après sa valeur. Et donc là, si je remets temps est égal à 30, eh bien l'erreur va être enlevée. La deuxième façon de faire ça, c'est simplement d'enlever kw_only est égal à true. Depuis data class, on va importer kw_only, et en gros, juste avant les arguments que tu veux en keyword only, tu vas mettre un tiré du bas qui va être de type kw_only, comme ceci. Et donc maintenant, tous les autres éléments après ce tiré du bas seront en keyword only. Donc si par exemple on avait un nom qui était une chaîne de caractères et qui était avant le keyword only, et bien celui-là, on aurait dû le définir comme ceci. Donc on va mettre par exemple 1, 2, 3 sous forme de chaîne de caractères. Ici, c'est pas obligatoire et comme tu peux le voir, l'astérix a été remis automatiquement. Mais ici, c'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement utiliser kw_only est égal à true. Maintenant qu'on a transformé notre session en data class, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer l'utilisateur en data class. Pour faire ça, on va encore une fois se rendre ici. Et tous les éléments qui sont ici, du coup, nous, on va avoir un nom, un email, un mot de passe et un ensemble de rôles. Donc, on va définir notre nom qui va être une chaîne de caractères, un email qui va être une chaîne de caractères et un mot de passe qui va être une chaîne de caractères. Pour les rôles, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va le définir comme étant du coup une liste de chaînes de caractères, mais cette fois-ci, on va utiliser field. Cette fois-ci, on va quand même devoir utiliser default factory pour définir en gros que c'est une liste vide. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler la fonction list native de Python pour que ça nous crée un objet de type list. Donc pour faire ça, on va prendre default factory où on va mettre list et on va aussi l'enlever du init puisqu'il n'est pas dans le constructeur dans lequel on va mettre false. Alors maintenant, ce que je vais faire, maintenant que mon nouveau constructeur a été défini, c'est que je vais mettre celui-là en... Je vais mettre, à vrai dire, tout ça en commentaire parce qu'il y a quand même un problème que je veux t'expliquer qui est que ici, on veut que notre rôle par défaut, il ait une valeur. Et donc pour faire ça, quand on a une liste, eh bien on a quand même la possibilité dans les data class de définir entre guillemets un constructeur. En gros, ça va être une dunder méthode spécifique qui va prendre aucun paramètre et qui va être appelée au moment de la création de l'objet, juste après la création des attributs. Pour faire ça, on va se rendre juste après et on va créer une nouvelle méthode qui va s'appeler postInit.
qui va prendre uniquement le paramètre self et qui ne retourne rien. Et dedans, vu qu'elle va être appelée juste après la création de nos attributs, eh bien on va faire self.role. Non, on va juste mettre est égal à membre, comme ceci. Après, on aurait simplement pu mettre aussi un happen, ça serait revenu au même. Et maintenant, à vrai dire, on peut supprimer l'entièreté du code qui est en commentaire. Même repr et eq, c'est ce que tu vas voir juste après. En fait, les dunder méthodes vont redéfinir la méthode repr et la méthode eq qui vont fonctionner exactement pareil. Ici, je vais tout supprimer. Connecter, je vais le garder de la même façon. Là, on ne change rien. Connecter, les data classes, elles peuvent avoir des méthodes, ça reste des classes. C'est juste qu'elles font une partie du travail à notre place. Mais donc ici, si je lance le code, eh bien tu vas voir que rien n'a changé. Juste l'identifiant de session qui est différent parce qu'il est aléatoire à chaque fois. Mais comme tu peux le voir, on a notre utilisateur qui a un affichage où ça va mettre le nom de l'attribut égal et ensuite la valeur de l'attribut. Ça va nous faire tout ça. Ça va appeler 2 fois connecté, qu'on fait ici. Et la comparaison entre les deux fonctionne aussi très bien. La comparaison entre les deux attributs fonctionne exactement comme je l'avais défini tout à l'heure. Et donc voilà, comme tu peux le voir, les data classes, ça nous a vraiment permis de créer un code qui est beaucoup plus petit et qui fait une grande partie du travail à notre place. Ici, session, avant, elle avait une quinzaine de lignes, mais maintenant, elle en a seulement 4 et tout est très simple à comprendre à partir du moment où tu comprends comment les data classes fonctionnent. Pareil pour utilisateur, maintenant on n'a plus la méthode repr ni la méthode eq et tout a été fait à notre place. On a quand même eu la possibilité de définir notre valeur par défaut avec un membre et tout est en soi très clair. Et c'est ça l'avantage des data classes, c'est que c'est quelque chose qui est très direct. Malgré tout, même si les data classes, ça nous permet de créer des classes qui sont plus petites, on ne doit pas les utiliser tout le temps. Les data classes, elles doivent être utilisées dans des cas très spécifiques. En gros, une data class, ça doit être utilisé, comme son nom l'indique, quand on cherche à représenter des data, c'est-à-dire des données. En gros, tu dois utiliser les data classes lorsque tu cherches à représenter des données complexes de façon très simple. Quand je veux dire des données, c'est que par exemple, ici, une session, c'est en soi une structure de données. Pareil pour un utilisateur, c'est-à-dire que on cherche à représenter un ensemble de données qui représente quelque chose de complexe. Mais par exemple, 2 utilisateurs, on peut les comparer entre eux, 2 sessions, on peut les comparer entre elles. Mais les data classes, tu ne vas pas les utiliser tout le temps. Parce que par exemple, si tu as un système de sauvegarde JSON dans une classe, eh bien là, ça n'a rien à voir avec une structure de données. Et là, les data classes ne serviront à rien. Les data classes, ça va vraiment juste être utilisé pour représenter des données. Donc moi personnellement ce que je fais c'est que dans mon code quand je vais avoir des classes qui ressemblent par exemple à utilisateur, comme par exemple un membre, un compte bancaire ou un système comme ça, qui représente vraiment des données, eh bien je vais utiliser une data class. Ce qui est bien en plus c'est que les data class c'est un concept qui est natif à Python, c'est pas un module qui est externe et donc en gros on a tous les outils qui nous permettent de faire vraiment ce qu'on veut. Et donc voilà, quand je vais représenter des données, ça va être avec des data classes, mais tout le reste va être fait avec des classes normales. Et on va dire la plupart du temps, je commence avec des classes normales, et seulement après, quand je cherche à améliorer la qualité de mon code, je me demande pour chacune des classes si jamais c'est nécessaire de les passer en data class ou non. Il y a des fois où c'est évident, et donc c'est pas nécessaire d'avoir ce processus, comme par exemple pour un membre dans un système de blog, là c'est évident que ça représente des données, mais il y a certains cas où ça va être moins clair et donc il faut vraiment chercher à comprendre quand est-ce qu'on doit utiliser si jamais on doit utiliser des data classes ou non.